Une réunion des responsables du groupement d'opposition RMDM et du TIC Madagascar au niveau des districts d'Antananarivo et de ses environs s'est tenue vendredi. La rencontre s'est focalisée sur la tenue de la concertation nationale que l'ancien président Marc Ravalman en a proposée depuis 2021 pour permettre une élection crédible, transparente et acceptée par tous en 2023. La réunion qui s'est déroulée au quartier général du TIM à Bel-Air a été déjà une occasion de lancer les premiers préparatifs de la concertation nationale. Selon le secrétaire général du TIM, Rina Ranjemasnour, la tenue de la concertation nationale est incontournable. Toutes les forces vives de la nation seront conviées à ce rendez-vous. Les dirigeants du pays seront également invités à y participer. L'objectif étant que tous les acteurs politiques parviennent à un consensus pour la tenue d'élections qui permettra de sortir le pays de la crise à la fois socio-économique et politique actuelle. Les partis politiques de l'opposition n'ont de cesse de rappeler les anomalies de la présidentielle de 2018 pour convaincre les acteurs politiques à se pencher plus sérieusement sur les préparatifs des élections de 2023. On peut citer parmi ces principales anomalies les doublons de la liste électorale et les manipulations des taux de participation au niveau de plusieurs centaines de bureaux de vote à travers le pays. C'est ce qu'il faudra éviter à tout prix lors des prochaines élections. La société civile a apporté leur point de vue concernant le rapport d'audit de la Cour des comptes sur les flux financiers liés à la lutte contre la pandémie Covid-19, publié sur la page Facebook du ministère de la Justice le vendredi 18 février 2022. Elle a rappelé au public que ce rapport ne constitue qu'un élément parmi les 4 rapports élaborés par la Cour des comptes s'agissant notamment des outils organisationnels, des flux financiers, des mesures d'accompagnement des programmes sociaux et des marchés publics. Malgré la qualité du rapport, la société civile tient à déplorer le non-respect du principe de séparation des pouvoirs. Selon les membres, il aurait été plus judicieux de laisser à la Cour des comptes la latitude de la publication de l'intégralité des rapports. La société civile a aussi évoqué un certain nombre d'anomalies concernant le premier rapport de la Cour des comptes qui met en lumière 5 principaux constats dans la non-adaptation du cadre légal de la gestion des finances publiques pour gérer une urgence comme la pandémie Covid-19, des abus à l'exemple des recours excessifs au paiement en espèces, la mauvaise gouvernance, l'utilisation finale des financements et le contour de la fabrication du CVO. Le contour de la fabrication du CVO demeure opaque alors que la fabrication du médicament a été priorisée à travers le processus budgétaire. L'urgence de la situation est régulièrement évoquée dans les réponses apportées par la présidence aux points soulevés par la Cour des comptes. Si des prises de décision et des actions rapides ont en effet été attendues par la population de la part de l'exécutif, ceci ne saurait justifier une gestion illégale et non scrupuleuse de l'argent public. L'opérationnalisation du comité de pilotage du PMTU, maintes fois réclamée par les OSC, aurait permis de limiter les dérives observées, notamment avec l'identification de façon concertée des priorités. Elle aurait également pu permettre l'utilisation des fonds non utilisés au sein du fonds de riposte Covid-19. De tout ce qui précède, nous exigeons la publication sans retouche des 3 autres rapports d'audit de la Cour des comptes, l'adoption d'une loi organique et non ordinaire actualisant la loi 91-011 du 18 juillet 1991 relative aux situations d'exception, accompagnée d'une série de réformes des textes légaux et réglementaires venant compléter et couvrir les aspects de l'urgence sanitaire, surtout en matière d'exécution des dépenses publiques. De nombreuses régions ont été affectées, durement touchées, après le passage des récents cyclones Batirai et Mnati dans l'île. Certaines sont particulièrement détruites, d'autres ravagées de 80-90%. La plupart des habitants de Farafangan, Vuipen, Fanganjan et bien d'autres localités ont été concernés par ces intempéries. Les responsables étatiques semblent réticents à agir dans certains cas. Les organisations mises en place jusqu'à présent n'ont aucun impact sur la population.
Les aides apportées par le gouvernement sont temporaires et insuffisantes. Des solutions à long terme sont incontournables et doivent être une priorité afin que la population puisse reprendre en main sa vie quotidienne. En outre, la communication gouvernementale liée aux catastrophes naturelles semble incohérente et inefficace, précise le député Roland Ratsirak. Cela se reflète dans les préparatifs avant et pendant le passage du cyclone. Il semble que leurs actes provoquent la peur et la terreur chez les gens, de sorte même que les zones qui ne devraient pas être affectées en sont effrayées. Le gouvernement doit changer son approche et sa stratégie pour faire face à ce genre de cataclysme, afin que de tels cas ne se reproduisent pas. L'État ne s'est pas suffisamment préparé pour faire face aux catastrophes naturelles dans le pays, selon le parti Wujkaf. On ne remarque pourtant aucune volonté de changer la situation. L'approche choisie par le gouvernement pour la distribution de l'aide est biaisée. Et le BNGRC a du mal à jouer son rôle, selon toujours le parti Wujkaf. Le secrétaire général de ce parti a rappelé le scandale de district Adikung pour étayer ses propos. Les discours politiques sans résultat doivent cesser. Et tous les sinistrés doivent être traités sur le même pied d'égalité. Les aides apportées à la population devraient permettre de résoudre les problèmes les plus urgents et non seulement symboliques, compte tenu des difficultés socio-économiques traversées par le pays depuis quelques années. Pourtant, aucune mesure spécifique n'est prise dans le contexte actuel, alors que la situation dans le pays est critique en raison des compétences des dirigeants, d'après toujours le parti Wujkaf. D'où le manque de confiance des partenaires du pays, comme la Banque mondiale et les pays donateurs, qui préfèrent dans la plupart des cas s'adresser directement aux bénéficiaires des aides plutôt qu'au gouvernement. L'une des principales raisons de la corruption est le manque d'informations dans un secteur particulier. Le secteur foncier est l'un des secteurs les plus corrompus en Afrique, mais aussi à Madagascar. En vérité, nous ne disposons pas encore d'un baromètre clair et fiable de la corruption dans ces secteurs. Transparency International a cependant spécifié dans le rapport Global Corruption Baromètre Afrique 2019 que le pourcentage de la corruption dans le secteur foncier dans la région Afrique varie jusqu'à 80%. Le manque de sensibilisation des citoyens aux droits de propriété conduit à des abus, à la manipulation et à la fraude. Mais c'est toujours un gros problème quand les gens hésitent à se plaindre en raison des diverses pressions auxquelles ils sont confrontés. C'est pourquoi de nombreux acteurs dans ce domaine se sont regroupés pour trouver des stratégies visant à éradiquer la corruption dans le secteur. Nous sommes maintenant dans la deuxième phase de notre projet Land and Corruption in Africa, qui regroupe 5 sections nationales donc de TI, et nous en faisons partie. Nous avons décidé de démarrer cette deuxième phase par une concertation des acteurs du foncier à Madagascar sur la mise en place d'une stratégie conjointe d'information du public sur le droit foncier et l'accès à la terre. Le secteur foncier était en fait l'un des plus corrompus, non seulement à Madagascar, mais aussi en Afrique. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on pourrait se coordonner pour améliorer donc cet accès à l'information et aussi quels outils produire ensemble. Il existe également un CAJAC, ou Centre d'aide juridique et d'action citoyenne pour Antananarivo et Tuliar. Ainsi, leur vision est de mettre en place un dispositif dans 4 régions pour apporter un soutien idéologique à ceux qui ont connu ou été témoins d'une corruption dans le secteur. La violence à l'égard des femmes se présente sous nombreuses formes telles que la violence physique, la violence psychologique, la violence économique ainsi que la violence sexuelle. Selon une enquête menée par la Fédération pour la promotion de la femme et de l'enfant, ou la FPFE, 80% des femmes interrogées ont été victimes de violences psychologiques pendant le confinement. Les victimes de violences physiques représentaient 56% et la violence économique 58%. Selon encore cette organisation, c'était pendant la période de confinement que les différentes formes de violence à l'égard des femmes se sont multipliées
Il sera encore difficile d'en finir avec les violences faites aux femmes à Madagascar, mais nous essaierons de les réduire au maximum selon la FPFE. Pour pouvoir réduire le taux de violence à l'égard des femmes dans notre pays, il est primordial de faire connaître aux citoyens la loi qui régit la violence, car malheureusement, il y a un bon nombre de malgaches, surtout les femmes qui ne connaissent pas l'existence de cette loi. Il faut également encourager les victimes à dénoncer et à combattre les injustices qu'elles subissent. En effet, de nombreuses femmes victimes de violences pensent encore que ce qui leur arrive est normal, par peur ou par honte vis-à-vis de la société. C'est une forme d'injure, d'humiliation et une violation des droits des enseignants. C'est de cette manière que le syndicat des professeurs d'éducation physique et sportive interprète la réaction du député Andrati Vaindi à un professeur d'EPS en début de cette semaine. Le syndicat des enseignants d'EPS a annoncé officiellement sa prise de position ce mercredi. Le comportement du député, qui a publiquement interpellé le professeur dans une vidéo en direct sur Facebook, a indigné les membres du syndicat. Il réclame actuellement une excuse publique de la part du député Andrati Vaindi. Ce dernier est intervenu, rappelons-le, alors que son fils était en difficulté lors d'une épreuve d'EPS. Les membres du syndicat des enseignants d'EPS demandent aussi la destitution sans condition du député en tant que membre de la commission du sport au sein de l'Assemblée nationale. Le professeur d'EPS concerné par ce scandale de plus émanant d'un élu du parti au pouvoir a réitéré que le fils du député ne disposait pas d'un document médical attestant de son inaptitude à l'EPS. Il a réaffirmé qu'il devait traiter tous les élèves sur le même pied d'égalité. Le député Andrati Vaindi a été déjà vertement critiqué par les internautes sur le réseau social Facebook à la suite de cette attitude très mal comprise aujourd'hui par les professeurs d'EPS.